Oui, alors le sentiment principal qui est illustré par la poésie, c'est donc ce que les Touaregs appellent le souf, la solitude. La poésie met en scène un narrateur qui est seul, à tous les sens du mot. Que ce narrateur soit ou non le porte-parole du poète, ça c'est une autre affaire. Bon, c'est comme dans notre poésie, dans notre poésie lyrique, est-ce que vraiment les poètes expriment leurs sentiments quand ils font de la poésie? Ils font d'abord de la poésie. Bon. Ce qui suppose que, et pour nos poètes, et pour les poètes touaregs, ils prennent une certaine distance par rapport à la poésie. Alors il vaut la peine maintenant de regarder un peu comment, par quelles images, par quelles métaphores, par quel développement, ce thème de la solitude est mis en scène dans la poésie. De façon assez générale, la poésie amoureuse met donc en scène un narrateur seul, et un narrateur qui songe à une femme lointaine, dont il dit, selon l'expression sur le Touareg, que sa solitude est en lui, la solitude de cette femme est en lui. Bon. Je pense que la façon dont ce thème est mis en œuvre dans la poésie a été empruntée à la poésie arabe archaïque. J'appelle poésie arabe archaïque, on l'appelle aussi anté-islamique, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit vraiment anté-islamique, parce que ces poèmes dits anté-islamiques, on a commencé à les mettre par écrit au début de l'Hégire. Mais pour les anthologues arabes de cette période-là, ils étaient réputés anté-islamiques. Et ces poèmes étaient construits selon un patron assez fixe. Ça commençait par un exorde où le narrateur se lamente sur ce qu'en arabe on appelle les ruines d'un campement abandonné. Il est venu vers le campement où il espérait retrouver la femme aimée. Le campement est vide, elle a déménagé, ce sont des nomades, et il gémit, il se déplore devant les ruines, les restes de ce campement. Vient ensuite, c'est la deuxième partie pour les poésies arabes, des passages où le poète se décrit comme marchant dans la solitude, loin de toute présence humaine. Les hommes qu'il voit sont au loin, il se sent seul et il chemine. Bon. Donc la deuxième partie, c'est le cheminement solitaire. Et la troisième partie, c'est le poète vante sa bravoure guerrière et la bravoure de sa tribu. Voilà un peu ce qu'est le patron traditionnel des poésies archaïques. Les anthologues ont un peu systématisé, mais on trouve quand même assez largement les corpus dont on dispose répondent à ça. Or ça se retrouve chez les Touaregs, pas de façon aussi systématique, mais en tout cas l'exorde, ce qui correspond à l'exorde de la poésie arabe, la déploration sur le campement abandonné, est présente et est même un des thèmes majeurs de la poésie touareg. C'est sous cette forme-là que s'exprime le sentiment de le souf, de la solitude. Oui, alors je vous lis là la traduction d'un poème qui a été composé au Hogar, dans le sud algérien, donc en 1899, qui a été recueilli par le père de Foucault. Ça, il n'est pas trop connu dans ce rôle, mais le père de Foucault a recueilli des milliers de vers qu'il a admirablement transcrit, traduit et commenté, et c'est grâce à lui qu'on connaît quelque chose de la poésie touareg d'avant la colonisation. Alors je vous lis. Et là, on a vraiment quelque chose qui est très comparable à la poésie arabe anté-islamique. J'ai passé la nuit dernière dans la tristesse de son absence. La tristesse de son absence, c'est assouf, c'est le mot touareg, la solitude, et la tristesse qu'on éprouve à cause de l'absence d'une personne aimée. J'ai passé la nuit dernière dans la tristesse de son absence. En mon âme, je souhaitais d'aller à elle. Comme je traversais la place abandonnée de son ancien campement, la contemplant, voyant le petit amas de sable qui lui servait d'oreiller s'élever encore sur le sol, elle se présenta en image à mon esprit avec son sourire, telle qu'elle est maintenant, au large et en bon air dans son pays. Son éclat la faisait pareille à la lune, ou bien à sa compagne, l'étoile que vous voyez au ciel. On a donc, comme dans la poésie arabe archaïque, la déploration sur le campement abandonné. On a aussi en plus quelque chose qui peut apparaître dans la poésie arabe archaïque, c'est l'apparition fantomatique de l'aimé. Là, ce n'est pas vraiment un fantôme qui apparaît, si un peu, l'aimé apparaît en image au narrateur.
Je vous en donne un autre exemple qui est contemporain, celui-là, qui est dû à un grand poète touareg qui est mort du nord du Niger, qui est mort en 1899, Kurman. Bon, alors, voici la traduction que j'en propose. Bon, Abadrekoum, Awajer, c'est des mots locaux, Awajer c'est une herbe, Abadrekoum c'est un lieu. Dans la vallée d'Abedrekoum, là où les pluies verdissaient l'an dernier les pousses d'Awajer, j'ai erré tout le jour sur les aires désertes des camps abandonnés, et même l'ombre fraîche apparaissait brûlante à mon cœur désolé. Je croyais rencontrer celle auprès de laquelle j'avais eu si souvent de tendres devisées, la fille qui aurait mêlé son rire au mien, et dont j'aurais troublé les cheveux mis en tresse. Là aussi, souvent très personnel, même si ce sont des thèmes anciens qui remontent jusqu'à l'Arabie archaïque, chaque poète, les grands poètes en tout cas, ont leur manière personnelle de la mettre en œuvre, de même que les grands poètes de la Renaissance avaient une manière très personnelle de reprendre les thèmes qu'ils avaient hérités de l'Antiquité. Les sentiments douloureux, ce sentiment douloureux que le narrateur éprouve, et que pour les auditeurs le poète éprouve aussi, s'exprime d'une manière qui rappelle assez notre propre poésie, enfin, ou notre théâtre classique. Cette douleur est une brûlure de l'âme. L'amour est une brûlure. Alors qu'on décrit avec toutes les métaphores possibles, l'amour que j'ai pour toi, brûle comme le tison que l'on piétine, et brûlante comme les balles des Turcs reçues en plein fond, pour un poème qui a été recueilli, composé à la fin du siècle dernier, à l'époque où l'Empire ottoman allait jusqu'aux limites de la Libye actuelle. Donc, les balles des Turcs, on savait ce que c'était. Et l'amour est aussi une soif brûlante, enfin, dont on veut se désaltérer. Donc là, on est dans des images qui peuvent nous parler. Ce qui est spécifiquement touareg, c'est que cette brûlure de l'amour associe les deux connotations du mot essouf. Le mot essouf, ce sentiment de solitude qui éprouve le poème, c'est à la fois un sentiment moral et c'est aussi à la fois un lieu où on se trouve, un lieu solitaire, une solitude où on se trouve. Et la soif, ou l'ardeur, enfin, qui dévore le poète, elle est indiscernablement une soif intérieure, une brûlure comme on a dans le théâtre de Racine, ou une brûlure physique, la brûlure de la soif, la brûlure qui frappe celui qui marche sur des lieux solitaires. Donc, dans cette métaphore, on joue encore, on concatène les deux acceptions du mot souf. Il y a des cas où les poètes jouent remarquablement sur cette dualité de la soif qu'ils éprouvent. Ils disent éprouver une soif morale, mais dont seule une eau fraîche qui est la bonté de l'aimer, pourrait les désaltérer. Alors je vous lis par exemple, « Hier dans l'après-midi, Dieu le sait, j'étais seul au pied de rochers surplombants, je m'évanouissais d'amour, l'eau ne me désaltérait pas tant mon cœur brûlait. Celle que j'ai quittée à l'heure du lever des troupeaux, c'est elle qui a allumé un grand feu, c'est elle qui a allumé dans mon cœur un grand feu. » Donc ce feu que l'aimé a allumé dans le cœur du narrateur, une eau pourrait l'en désaltérer. La soif est à la fois morale et physique. Dans un autre cas, toujours de Kurman, donc un poème contemporain, enfin plus récent, le narrateur se dit prêt, sur le point de mourir de soif. Et il voit devant lui, dans son délire, dans sa fièvre, il voit un personnage qui s'appelle un Agdal. Alors les Agdals, ce sont les membres d'une tribu particulière, les Igdalen, qui est une tribu de religieux qui ont pour mission d'enterrer les hommes qui sont morts seuls et qui risqueraient de rester sans sépulture. Donc il se voit sur le point de mourir. Alors voici ce que ça donne. Je crois voir un Agdal qui se penche sur moi. Mon ami, me dit-il, te reste-t-il des forces? Il est connu de moi. Selman, lui dis-je, allons, la soif me fait mourir, donne-moi ton eau fraîche, répands-la sur mon flanc pour rafraîchir mon âme. Bon. Donc là, la métaphore est très élaborée. Enfin, cette soif, elle est sur le point de me mourir de soif, de me faire mourir de soif. Mais c'est une soif dont mon âme souffre. Et ça, Kurman est assez doué, c'est son talent spécifique, pour pousser jusqu'au bout les métaphores traditionnelles, la métaphore de la brûlure, notamment. Et à l'inverse, de même que la souffrance de l'amour est une brûlure et une soif, l'arrivée auprès de l'aimé, décrite dans des poèmes, mais uniquement comme espéré,
L'aimée reste lointaine. Je rêve du moment où je vais atteindre l'aimée. L'arrivée auprès de l'aimée et l'arrivée dans un lieu de fraîcheur. Et souvent, le narrateur, arrivant auprès de l'aimée, lui dit « Donne-moi ton eau fraîche ». Je veux dire, sois bonne pour moi, enfin, bon, accorde-moi la faveur d'un entretien, parce que c'est tout ce que demandent les poèmes, qui sont très pudiques. L'étreinte, elle est parfois évoquée, mais de manière très, très métaphorique. Et là aussi, les poètes peuvent varier sur l'aimée rafraîchissante. L'aimée est comparée à des herbes poussant dans un lieu verdoyant et frais, et des fois on oublie que c'est de l'aimée qu'on parle, et on peut développer la métaphore de l'herbe fraîche pour elle-même. Exemple de cette façon dont le poète varie sur le thème de l'aimée verdoyante. Alors il rêve de l'aimer. J'enlace dans mon rêve un coup que lui envie la gazelle paissant sur les terres herbeuses. Huilés et torsadés, ses cheveux sont pareils à la corde tressée dans la laine des chèvres. Sa peau luit comme un champ sur la haute colline, quand les nuées gonflées déversent à l'aplomb, au milieu des éclairs, une pluie ruisselante, dont s'abreuve et se lave une steppe assoiffée. Là, on a oublié l'aimer. On développe la métaphore pour elle-même. D'une manière générale, les poètes font d'abord de la poésie. Cette poésie est censée s'élaborer à partir de sentiments, mais ils construisent un poème, ils construisent une architecture de mots. Vous voyez donc que dans ce poème, qui est l'œuvre d'un très grand poète, la métaphore de l'aimée verdoyante est développée pour elle-même. Les poètes, un poète, c'est d'abord un artisan de mots, c'est quelqu'un qui fabrique une architecture de mots. Donc là, le souci de ce poète, c'est de faire un bel objet verbal. Les sentiments qui sont censés les inspirer, ça, ils se conforment au canon poétique, est-ce qu'ils les éprouvent ou pas, c'est plus tellement le problème.